C'est l'histoire d'un explosif qui a changé le monde. Inventé par un homme qui voulait maîtriser à tout prix l'étonnante force de la nitroglycérine, malgré de perfides adversaires et de terribles revers de fortune. Stigmatisé comme un chercheur meurtrier, il poursuivra seul sa route et sera immortalisé par la plus célèbre fondation au monde. Son nom, Alfred Nobel, l'homme qui a inventé la dynamite. « 200 kilos d'explosifs traversent la ville de Boston en suivant un itinéraire rigoureusement établi. Destination à un gratte-ciel de 20 étages, siège d'une compagnie d'assurance. Le bâtiment est délabré. Une explosion doit provoquer son effondrement. Et ce, au plein cœur de la ville, à côté d'autres immeubles. Une tâche difficile pour les artificiers. Tout dépend de la position exacte des charges explosives et du dosage. Mais il s'agit d'une construction très massive. Le risque est donc élevé. Il faut d'abord affaiblir la structure du bâtiment. On retire des étages 500 tonnes de béton et de crépi. Ensuite seulement, on fera sauter l'immeuble. L'explosif doit rompre la statique de l'édifice qui s'effondrera sous l'action de la pesanteur. Les ouvriers doivent dégager soigneusement les poutrelles sur lesquelles la dynamite sera placée plus tard. Aucune des nombreuses charges explosives ne doit défaillir. Les conséquences seraient fatales. Les artificiers comptent parmi les meilleurs au monde. Ils savent comment l'on maîtrise la substance explosive dont l'histoire remonte à plus de 150 ans. Paris, milieu du 19e siècle. La ville est considérée comme la capitale des sciences, et notamment de la chimie. Une nuit, deux jeunes chimistes s'introduisent en secret dans le laboratoire de leur professeur particulier. L'un s'appelle Alfred Nobel, un jeune Suédois introverti. L'autre est italien, Ascanio Sobrero. Il a inventé par hasard une nouvelle substance qu'il veut montrer à son collègue. Sobrero appelle sa découverte nitroglycérine. C'est un liquide extrêmement dangereux qui explose facilement et qui d'ailleurs l'a déjà blessé au visage. Sobrero n'est pas encore parvenu à contrôler la nitroglycérine. Quelques gouttes seulement suffisent à déclencher une violente explosion. Nobel est fasciné. Il suit l'expérience avec un vif intérêt. Attention, reculez-vous. Il veut à tout prix étudier cette mystérieuse substance. Attention. C'est alors que Nobel apprend une nouvelle primordiale. Son père possède une usine d'armes à Saint-Pétersbourg. Il sait que le tsar veut mobiliser ses troupes. Un conflit menace d'éclater avec la Turquie. Quelques généraux mettent en garde contre une guerre dans laquelle l'Angleterre et la France pourraient intervenir. Mais le tsar se croit supérieur. Il veut utiliser des armes modernes. La guerre de Crimée, et je ne suis pas le seul à le dire, fut la première guerre technologique, la première guerre moderne. Bon nombre des armes utilisées dans ce conflit provenaient des usines Nobel à Saint-Pétersbourg. Et c'était le père d'Alfred qui était derrière tout cela. Tout comme le tsar, Immanuel Nobel, le père d'Alfred, ignore les mises en garde des généraux. Il croit fermement à une victoire russe grâce aux armes fabriquées dans ces immenses usines. À présent, il a besoin d'aide et fait appel à son fils.
Alfred dirige certaines parties de la production et en oublie la nitroglycérine. Armes et munitions sont fabriquées 24 heures sur 24 pour les troupes russes. La guerre fait rage pendant 3 ans. Le tsar aurait dû écouter les avertissements de ses généraux. Les armes modernes russes ne font pas le poids face à la supériorité numérique de l'ennemi. Du jour au lendemain, les Nobel perdent leur contrat. Criblé de dettes, le père d'Alfred fait faillite et quitte Saint-Pétersbourg rempli d'amertume. Alfred, lui, reste dans un modeste appartement. Il espère pouvoir assainir les finances de la famille grâce à de nouvelles inventions. Au départ, il souhaitait devenir écrivain, mais son père l'a forcé à étudier la chimie. À présent qu'il a la charge de sa famille, il veut étudier la nitroglycérine qui l'avait autrefois fasciné. Pourra-t-il en faire un super explosif? Nobel sait que le besoin est grand. C'était une substance très volatile et très instable. On ne savait jamais quand elle allait exploser. Parfois, on pouvait taper dessus avec un marteau sans qu'il ne se passe rien. Et parfois, elle explosait sans cause apparente. Mais à l'évidence, on avait besoin d'explosifs plus puissants. Il fallait autre chose que la poudre noire. Au milieu du 19e siècle, la machine à vapeur provoque un boom sans précédent. Aux 4 coins du monde, on construit de nouveaux canaux et d'immenses lignes de chemin de fer. Mais les travaux pourraient aller encore plus vite si les ingénieurs disposaient d'un puissant explosif qui élimine rapidement tout obstacle. C'est une chance pour Alfred Nobel, car c'est précisément l'objet de ses recherches sur la nitroglycérine. Depuis le Moyen-Âge, on utilise comme explosif la poudre noire, relativement inefficace. Nobel est décidé à changer les choses. Ses recherches doivent apporter la réponse tant espérée. Tout commence bien sagement avec la glycérine, une substance épaisse et sans aucun danger. On la retrouve dans les dentifrices ou les crèmes pour le corps. Goutte à goutte, on la déverse dans un mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique concentré. Le tout doit être ensuite filtré et nettoyé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un liquide lourd, huileux, inodore et explosif se dépose au fond. La nitroglycérine. Ce fut le premier véritable explosif. Tout ce qu'on utilisait jusque-là ne faisait que se consumer à l'instar de la poudre noire. La nitroglycérine fut donc le premier véritable explosif, nettement plus efficace que la poudre noire. Fabriquer de la nitroglycérine est une chose, la faire exploser de manière sûre et contrôlée en est une autre. Si on enflamme la nitroglycérine, elle se consume sans que son immense force ne se déclenche. Mais la moindre pression peut la faire exploser. C'est une substance, une molécule qui, en un minimum de temps, se divise en molécules encore plus petites. Viennent ensuite la pression de l'explosion et l'onde de choc. Une seule goutte suffit à faire un trou dans le béton. Depuis plusieurs semaines déjà, Alfred Nobel essaie en vain de domestiquer la nitroglycérine. Puis il a une idée originale. Il remplit une petite capsule de poudre noire et attache une mèche. Est-ce enfin la solution tant attendue? Il ne peut plus se permettre d'échouer. La combustion de la mèche laisse le temps de se mettre à l'abri. Et une fois que la flamme aura atteint la poudre noire,
Cela fera exploser la nitroglycérine par une réaction en chaîne. C'est du moins ce que Nobel espère. Nous sommes en automne 1862. Près d'un cours d'eau isolé à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, Nobel veut tester son détonateur. Il y a investi ses dernières économies. Il doit réussir. Il ne se passe rien. Tout semble perdu. Mais Nobel a tout simplement sous-estimé la durée de combustion de la mèche. L'expérience est un succès. C'est l'invention la plus géniale de l'histoire des explosifs. Parce que pour la première fois, on contrôle l'explosion. On sait exactement quand elle va avoir lieu, ce qui n'était pas le cas auparavant. Depuis, tous les explosifs sont munis d'un détonateur. L'expérience que Nobel a réalisée avec un détonateur artisanal a donné naissance à une industrie de masse. Entièrement automatisée et contrôlée par écran, voici une des usines de détonateurs les plus modernes au monde. Dyno Nobel à Gyttorp, en Suède. Les ouvriers ne peuvent accéder aux salles de production que pour remettre des douilles de métal. La fabrication est protégée par des murs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur. L'usine ne tourne de nouveau à plein régime qu'une fois le bunker hermétiquement fermé. À Gyttorp, 120 000 détonateurs sont fabriqués chaque jour. Dans le monde, seules quelques usines sont spécialisées dans cette production. Le premier détonateur de Nobel contenait simplement de la poudre noire. Aujourd'hui, on remplit chaque douille d'1 gramme d'explosifs modernes. Ce que nous voyons ici est un détonateur moderne. Le principe en est le même que le premier détonateur conçu par Nobel. Bien sûr, il y a quelques changements. Aujourd'hui, nous transmettons un signal par un cordon électrique ou un câble synthétique à l'intérieur du détonateur. Ce signal atteint ensuite le retardateur, qui est une espèce d'horloge intérieure. Enfin, l'onde de choc enflamme la charge de base qui détermine la force du détonateur. Mais l'élément le plus important, le voici. C'est le retardateur. Plusieurs fois par jour, on teste des échantillons de retardateurs à partir de chaque lot de production. Tout dépend de leur précision, la sécurité et la vie. Eux seuls garantissent le contrôle d'une explosion, aujourd'hui à la milliseconde près. On branche les câbles. Si jamais un détonateur est défaillant, c'est tout le lot qui est mis au rebut. Dans une carrière non loin de Gyttorp, on prépare une explosion pour 24 trous de forage. Si tous les bâtons d'explosifs prenaient feu en même temps, leurs effets se neutraliseraient. C'est grâce au retardateur qu'on peut établir un plan de l'explosion efficace et échelonné dans le temps. Tout est prêt. Le signal de détonation est transmis à chacune des charges qui explosent en l'espace de quelques millisecondes. Nobel se rend à Stockholm. Il veut y entreprendre la production massive de nitroglycérine avec son frère Émile. Tu dois être très prudent.
Verse le liquide régulièrement et surtout verse-le lentement. Sans quoi ces quelques gouttes peuvent nous coûter la vie. Il ne faut surtout pas le secouer ni agiter violemment le flacon. Je l'ai fait breveter sous le nom d'huile explosive et je suis sûr que nous croulerons bientôt sous les commandes. Quelques semaines plus tard, Nobel a enfin l'occasion de présenter la nitroglycérine au grand public. À quelques kilomètres de sa petite usine, les rues de Stockholm sont de plus en plus envahies par la circulation. La cité florissante des bords de la Baltique est en pleine expansion. Un métro doit y être construit. Pour Nobel, les affaires démarrent. Il livre plusieurs lots de nitroglycérine et de détonateurs. Les ingénieurs sont enthousiastes. Chaque jour, Nobel reçoit de nouvelles commandes. Seulement, il n'a pas encore réussi à convaincre l'armée. Après une présentation, les officiers ont refusé son offre qui les effraie. L'énorme force explosive de la nitroglycérine leur semble bien trop dangereuse. Mais Nobel se moque des mises en garde. Il travaille d'arrache-pied et ignore les dangers pour son frère et lui. Les nouveaux ballons. Très bien. Tu veux que je les mette où? Pose-les sur la table. Ah, attention! Mais tu es complètement fou! Tu joues avec nos vies! Même ces incidents ne font pas douter Nobel de son projet. Une insouciance qu'il regrettera amèrement le matin du 3 septembre 1864. Nobel veut se procurer de nouveaux produits chimiques. Pendant ce temps, son frère Émile devra fabriquer seul de la nitroglycérine, bien qu'il ne soit pas encore très familiarisé avec les procédés. C'est le drame. Émile et 5 autres personnes ont trouvé la mort. La nitroglycérine, qui devait assainir les finances de la famille, a coûté la vie à son frère. Il y a plusieurs problèmes avec la nitroglycérine. L'un d'eux apparaît pendant la phase de fabrication. Pour obtenir de la nitroglycérine, il faut mélanger de la glycérine avec différents acides. Cela produit une réaction chimique qui dégage de la chaleur. La nitroglycérine se réchauffe, mais si elle est trop chaude, elle devient instable et elle explose. Malgré le tragique incident, Nobel veut poursuivre ses travaux. Il jure sur la mort de son frère qu'il trouvera un moyen de produire de la nitroglycérine en toute sécurité. Près d'un lac isolé, Nobel élabore des plans de sécurité détaillés. Il ne doit plus y avoir d'accident. Nobel définit la notion de zone de sécurité, un concept inédit à l'époque. Pour la mise en application, il ne lui reste plus qu'à trouver de riches investisseurs. Encore un peu de café, mademoiselle. Un homme d'affaires américain arrive à Stockholm. C'est un avocat qui répond au nom de Cornel Schaeffner. Nobel espère avoir enfin trouvé un financier. Merci. Schaeffner veut obtenir les droits de brevet pour le marché américain. Ah! Ma proposition. Mais je crois qu'il y a un malentendu. Si je ne m'abuse, vous avez besoin d'argent? Votre proposition est absolument ridicule. Vous n'aurez pas un sou de plus. Dans ce cas, au revoir. Monsieur Nobel, nous ne manquerons pas de nous revoir.
Nobel espère trouver sa chance à Hambourg. La ville serait le point de départ idéal pour commercialiser son explosif dans le monde entier. Il parvient à convaincre quelques commerçants fortunés. La première usine de nitroglycérine voit le jour aux portes de la ville hanséatique. Tel un échiquier, le site est divisé en de nombreuses zones de sécurité. Les affaires prospèrent. Nobel décide alors de verser une rente à vie au véritable inventeur de la nitroglycérine, Ascanio Sobrero. Quant à lui, il gagne bien plus. Ses bénéfices sont exorbitants. Aujourd'hui encore, explosifs et détonateurs doivent être transportés séparément. Dans 24 heures, cet immense gratte-ciel de Boston sera détruit. Les professionnels de la démolition ont commandé 200 kilos d'explosifs, une grande partie d'entre eux étant toujours composée de nitroglycérine. Les équipes de démolisseurs ont fini leur travail et remportent leur lourd matériel. Commence la phase cruciale de l'opération. Le programme établi à partir des plans du bâtiment est mis en application. Jusqu'aux premières heures du jour, plus de 800 bâtons d'explosifs seront reliés entre eux. Les hommes surnomment les charges explosives « kicker charges » parce qu'elles repoussent violemment les poutrelles d'acier. Dans quelques heures, on les allumera avec une précision chirurgicale et en l'espace de quelques millisecondes. L'installation des charges explosives exige beaucoup de concentration. Si une charge ne détonne pas ou qu'elle détonne trop tard, c'est toute l'opération qui est compromise. Dans le pire des cas, l'édifice pourrait même s'effondrer sur le côté et endommager d'autres immeubles. À 3 heures du matin, l'appareil de mesure indique que le dernier détonateur est relié au réseau d'explosifs. La déflagration doit avoir lieu dans 6 heures. En 1866, à Hambourg, un procès spectaculaire a lieu au sujet du brevet. Cornel Scheffner a déposé une plainte. Il prétend avoir trouvé la méthode de fabrication sûre de la nitroglycérine bien avant Nobel. Celui-ci lui aurait volé son idée. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, je le jure devant Dieu. Nobel est fermement décidé à se défendre. Très bien. Mais Scheffner tente par tous les moyens d'accéder à sa fortune. Il a même l'audace de présenter un document censé prouver qu'il est l'inventeur de la nitroglycérine. Reconnaissez-vous ce document, monsieur Nobel? C'était un arnaqueur, un escroc, qui profitait de la première occasion pour s'enrichir sur le dos des autres. Il prétendait effrontément qu'il était expert dans un domaine s'il pouvait en tirer de l'argent. Je pense qu'il est très représentatif de certains Américains de l'époque qu'on appelle des charlatans. Messieurs, la Cour. Le tribunal prononce le verdict suivant. M. Nobel est l'unique inventeur de la nitroglycérine. Ainsi, la plainte de M. Scheffner ne peut être retenue. La manœuvre de Scheffner a échoué, mais il n'abandonne pas aussi facilement la partie. Il réfléchit à d'autres tours et détours pour pouvoir empocher les énormes bénéfices de Nobel. Nobel rentre tranquillement chez lui. Il se sent en sécurité et définitivement reconnu comme inventeur.
La production continue de s'améliorer. Les affaires sont florissantes. Son succès paraît total. Quand soudain, la nitroglycérine provoque de tragiques accidents partout dans le monde. Son explosif laisse derrière lui un parfum de mort et de destruction. À présent, la production de nitroglycérine est parfaitement sûre, mais le transport, lui, reste dangereux. Un choc violent peut toujours déclencher une explosion. Comment les forces se déchaînent-elles lors d'une déflagration? Seul un des appareils photo les plus rapides au monde peut nous le montrer. Préparation de la mise à feu d'un détonateur miniature à l'Institut Ernst Mach de Fribourg. L'explosion ne dure qu'une fraction de milliseconde, mais chaque phase doit être fixée sur la pellicule. Il n'existe qu'une dizaine d'appareils photo de ce type au monde. Ils sont les seuls à pouvoir saisir en 24 clichés une explosion dont la vitesse atteint 6000 mètres à la seconde. Ce qui reste caché à l'œil nu est dévoilé après le développement du négatif. Les photos montrent que la détonation déclenche une immense onde de choc qui se dirige vers l'avant. À l'aide de la technologie informatique de pointe, on peut mesurer la pression au moment de l'explosion. À 100 000 bars, l'explosif détruit tout sur son passage. Pour les chercheurs, il s'agit là de données importantes pour élaborer des mesures de protection, notamment contre les attentats. L'expérience doit simuler une explosion devant un mur et un bâtiment. Les photos de l'explosion doivent aider à construire le mur de manière qu'il puisse dévier l'énorme pression. La presse stigmatise Nobel qu'elle tient pour responsable des nombreux accidents mortels dus à son explosif. Au milieu du 19e siècle, il s'attire les foudres de la critique. Nobel se sent accusé à tort et victime d'une campagne de diffamation. Il n'est que l'inventeur d'un explosif et bien utilisé, celui-ci est parfaitement sûr. Nobel veut le prouver et voyage dans le monde entier. En 2 mois, il tient des conférences publiques et mène des expériences dans 30 villes. Au printemps 1866, Nobel part pour New York. Il veut montrer que son explosif est absolument sans danger s'il est manipulé correctement. Un piège sournois l'attend. Il entend parler d'un projet de loi selon lequel, en cas d'accident dû à une explosion, le fabricant de l'explosif est passible de la peine de mort. Ah, Nobel. Ce n'est autre que Cornel Scheffner qui est derrière ce projet de loi. Il veut enfin faire fléchir Nobel. Allez-y, je vous prie. Scheffner a longuement préparé ce plan après sa défaite à Hambourg, faisant jouer toutes ses relations politiques. À présent, il explique qu'avec ses excellents contacts, il pourrait influer sur le projet de loi si Nobel acceptait de partager son monopole sur la nitroglycérine. Le Suédois est au pied du mur. C'est parfait. L'affaire est réglée. Il propose à Scheffner le droit d'utiliser la nitroglycérine pour toutes les applications militaires. Convaincu d'être parvenu à ses fins, Scheffner souscrit d'importants emprunts pour la construction de sa propre usine. Cognac? Non.
Vous êtes pressé? Il ne se doute pas qu'un incident entraînera bientôt la fin du boom de la nitroglycérine. Dans l'usine de Nobel, près de Hambourg, la production tourne à plein régime. Les ouvriers se sentent en sécurité. Tout semble aller pour le mieux, quand soudain, une violente déflagration se produit en mai 1866. Les journaux font état de dizaines de morts. Malgré les importantes mesures de sécurité, Nobel n'est manifestement pas en mesure de contrôler son explosif. Une vague de protestations éclate dans le monde entier. Dans certains pays, l'opinion publique a tellement protesté qu'on a interdit d'utiliser et de transporter de la nitroglycérine. Alfred Nobel devait trouver une solution, sans quoi c'était la fin de son entreprise. C'était une situation à laquelle il avait souvent été confronté. Il devait faire quelque chose. Jour et nuit, Nobel travaille sans relâche dans son laboratoire de Hambourg. Il cherche désespérément un moyen de rendre la nitroglycérine plus sûre. Il tente tout ce qui est possible pour stabiliser son huile explosive en la mélangeant avec d'autres substances. Ces expériences échouent sans cesse. Le plâtre, le charbon et la farine se révèlent inefficaces. À chaque fois, le nouveau mélange perd son effet explosif. Nobel se fait des reproches. Il aurait dû commencer bien plus tôt à chercher une autre solution. Son explosif a déjà coûté bien trop de vies humaines. Cela ne peut plus continuer ainsi. On raconte que c'est le hasard qui aura ensuite mis Nobel sur la voie, lors du transport de bidons de nitroglycérine à Hambourg. Un lit de kieselguhr, un fin sédiment d'algues, est destiné à protéger les bidons contre les chocs violents. Soudain, un bidon de nitroglycérine se met à fuir. Les ouvriers ne s'en aperçoivent pas immédiatement, mais ils découvrent ensuite une petite masse visqueuse et gluante. Elle s'est formée à partir du mélange de sédiments et de nitroglycérine échappé du bidon. En l'apprenant, Nobel effectue aussitôt une série d'expériences. Il affirme avec véhémence que la découverte n'est pas due au hasard. Il ne tarde pas à trouver la formule tant recherchée. 25% de kieselguhr et 75% de nitroglycérine. Le fin sédiment se combine à la nitroglycérine pour former une masse solide qui résiste au choc tout en restant très explosive. Il peut être comprimé sous forme de longues cartouches et emballé dans du papier paraffiné. Nobel donne au nouvel explosif le nom de dynamite, mot grec signifiant force. Il a entrepris une espèce de voyage promotionnel pour faire connaître la dynamite. On peut la mettre au feu et il ne se passera rien. On peut la jeter par terre et il ne se passera rien. Le seul moyen de faire exploser la dynamite, c'est d'utiliser la première invention de Nobel, le détonateur. Le succès est éclatant. On vend de plus en plus de dynamite dans le monde. La première année, on en est encore à 11 tonnes. 10 ans plus tard, on en est à 5000. Il existe enfin un explosif facile à transporter et à manipuler. À présent, on peut dynamiter à tout va, comme on n'avait encore jamais pu le faire jusque-là. C'est le début d'une nouvelle ère explosive. Dans plus de 30 pays, Nobel fait breveter son nouvel explosif sans danger. Il est acclamé comme le roi de la dynamite. En quelques années seulement, il se hisse parmi les hommes les plus riches au monde.
Ce qui a commencé dans une cuisine devient le premier empire industriel planétaire. Il contrôle 94 sociétés dans 20 pays, sans email ni fax. Mais il écrit 20 à 40 lettres par jour. Et il se rend sans cesse d'une usine à l'autre. Je vis là où je travaille et je travaille partout, a-t-il coutume de dire. Mais, en vérité, il se sent surmené, épuisé et seul. L'écrivain Victor Hugo l'appelle le vagabond le plus riche du monde. Nobel lui-même considère son attelage comme sa prison personnelle. Au cours d'un de ses voyages, Nobel fait paraître une offre d'emploi à Vienne. Il cherche une secrétaire. Il a rédigé l'annonce en 5 langues et il reçoit une réponse écrite, elle aussi en 5 langues. L'expéditrice est la comtesse Berta Kinsky, future baronne von Suttner. Une jeune femme intelligente qui changera à jamais la vie de Nobel. Dès la première rencontre, il se sent attiré par elle, en qui il voit une âme sœur. Il lui propose un poste fixe à Paris. Nobel veut s'y établir et vivre enfin au calme, avec Berta à ses côtés. Mais la femme à qui il a ouvert son cœur n'est pas libre. Il est allé en Allemagne pour visiter une de ses usines. Elle logeait dans un hôtel et a décidé de retourner à Vienne pour épouser son fiancé. Je pense qu'Alfred a été dévasté lorsqu'il l'a appris. Il en a eu le cœur brisé, ne s'en est jamais vraiment remis. Alfred Nobel reste seul à Paris, plus seul que jamais. Il est rempli d'amertume et se replie sur lui-même, évitant les lieux publics. Et son invention, la dynamite, tombe entre d'autres mains. Le célèbre écrivain suédois August Strindberg a écrit un poème dans lequel il considère la dynamite comme l'arme du peuple. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, ni de canons. On peut tuer le roi simplement en achetant un bâton de dynamite. Une vague d'attentats ébranle l'Europe. En 1881, le tsar Alexandre II meurt des suites d'un attentat à la bombe. À la fin du 19e siècle, on compte en moyenne 3 attentats à la dynamite par jour. L'opinion publique qualifie de dynamitards les auteurs des attentats et montre du doigt celui par qui le mal est arrivé, Alfred Nobel. Depuis son invention jusqu'à nos jours, la dynamite s'est souillée du sang des victimes d'attentats. À l'aide de méthodes toujours nouvelles, les enquêteurs tentent de retrouver les malfaiteurs. S'ils pouvaient déterminer l'origine précise des explosifs, ils atteindraient bien plus facilement leur objectif. Sur ce point, une invention récente d'une société allemande pourrait s'avérer utile. Il s'agit de granulés plastiques fabriqués à grands frais. Chacune de ces particules microscopiques contient un code unique qui peut être identifié tout comme une empreinte digitale. Ainsi, chaque explosif pourrait être marqué de manière individuelle. Sur un ancien terrain militaire, des experts en explosifs veulent simuler un attentat à la voiture piégée afin de tester l'utilité pratique de ce nouveau codage. Si les particules résistaient à la puissance de l'explosion, on pourrait déterminer l'origine de chaque explosif auquel elles sont mélangées lors de la fabrication. 3, 2, 1.
500 grammes d'explosifs ont suffi pour détruire complètement la voiture. Les experts commencent par chercher des traces dans l'épave du véhicule et dans les environs immédiats. Les minuscules particules ont été chargées magnétiquement. Si elles ont vraiment résisté à l'explosion, elles devraient rester accrochées aux aimants. À première vue, il n'y a rien mis à part les restes carbonisés. Il est difficile d'imaginer que les particules aient pu rester intactes après l'explosion. Les experts poursuivent néanmoins leur travail, car dans le cas présent, ils sont vraiment à l'affût de la moindre preuve. Mais seules des analyses plus approfondies en laboratoire pourront montrer si les particules se sont conservées dans les débris magnétiques. Les particules recherchées ne mesurent que quelques millimètres. Elles se composent de plusieurs couches de couleurs, pouvant aller jusqu'à 10. Un ordinateur contrôle le codage secret qui a été concocté. Jusqu'à 4,3 milliards de codes de couleurs sont possibles. Si les particules ont résisté à l'explosion, on pourra déterminer à l'avenir l'origine exacte d'un explosif, à condition qu'elle soit utilisée par tous les fabricants industriels. Un des premiers échantillons montre que les particules ont bel et bien résisté à la déflagration. Ce pourrait être une découverte majeure pour les enquêtes policières sur les attentats à l'explosif. Malgré les attaques dont il fait l'objet, Nobel ne se sent pas responsable si d'autres abusent de son explosif. Il vient d'ailleurs de modifier sa dynamite afin qu'elle puisse être utilisée sans fumée pour les fusils et les canons. Messieurs, songez donc aux nombreux avantages que présente cette invention. Désormais, vous n'aurez plus la vue obstruée par la fumée de poudre noire sur le champ de bataille. En Suède, Nobel achète les usines d'armement Bofors qu'il transforme en un puissant groupe industriel. Son empire économique s'étend désormais au secteur militaire. Tout comme son père, il vend des armes de plus en plus efficaces aux belligérants du monde entier et sa fortune ne cesse de croître. En 1889 paraît le roman « À bas les armes ». C'est le manifeste d'un nouveau mouvement pacifiste qui s'oppose à la course aux armements des grandes puissances. L'auteur et emblème du mouvement n'est autre que Bertha von Suttner, le grand amour d'Alfred Nobel. C'est elle qui a amené Alfred Nobel à s'intéresser à son mouvement. Elle savait qu'il avait beaucoup d'argent et que c'était en quelque sorte un marchand de la mort, alors qu'elle était la reine de la paix, pour ainsi dire. Nobel commence à réfléchir. En tant qu'inventeur de la dynamite, a-t-il une part de responsabilité dans toutes ces morts? En 1892, il se rend à Berne. Il est invité à un important congrès pour la paix. Saluons la présence de Bertha von Suttner parmi nous. Soyez la bienvenue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un énorme arsenal d'armes meurtrières menace la survie de l'humanité tout entière, donc celle de chacun d'entre nous. Voulez-vous vivre dans un monde où la guerre... Alfred Nobel se trouve parmi les auditeurs, incognito. Il a accepté l'invitation personnelle de Bertha von Suttner, qu'il n'a jamais oubliée. Il l'écoute attentivement, lui l'inventeur qui passe pour l'un des plus grands ennemis de la paix mondiale. Les retrouvailles sont chaleureuses. Certes, Nobel fabrique des armes et des explosifs, mais il aspire lui aussi à la paix dans le monde. Seulement, il envisage un autre moyen pour y parvenir. Bertha von Suttner et lui ont une discussion très intéressante.
Il soutient ces conférences pour la paix, mais il dit en même temps, et c'est très représentatif de sa pensée dialectique, pour préserver la paix, il me paraît important de développer aussi vite que possible les technologies militaires. Ainsi, si un camp déclare la guerre, il sait pertinemment qu'il risque d'être aussitôt éliminé par son adversaire. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, avec son testament, qu'Alfred Nobel tente de résoudre le paradoxe du fabricant d'armes pacifiste. Il se retire en Suède. Björkborn Manor devient son refuge. Ses seules distractions sont les heures qu'il passe dans son laboratoire privé et sa correspondance avec Bertha von Suttner. Plus Alfred vieillissait, plus son comportement devenait étrange. Par exemple, il avait un pistolet sous son oreiller. Non pas qu'il se sentît menacé, mais il avait terriblement peur de souffrir. Et si jamais il venait à souffrir pendant la nuit, il avait deux solutions. Tirer au plafond pour que quelqu'un l'entende, ou s'il ne se passait rien, en finir le plus vite possible. Ces idées étranges tournaient très souvent autour de la mort. Nobel se plaint de plus en plus de problèmes cardiaques. Ironie du sort, ses médecins lui prescrivent de la nitroglycérine qui, à faible dose, améliore la circulation du sang. En Angleterre, des médecins ont découvert que la nitroglycérine se transforme dans le corps en oxyde d'azote, une substance qui détend les muscles au niveau des artères. Mais Nobel refuse catégoriquement de prendre un remède responsable de tant de morts sous forme d'explosifs. Il préfère profiter de la douceur de San Remo en hiver. Il sent que sa fin est proche. Alfred Nobel meurt le 10 décembre 1896. Dans son testament, il lègue son immense fortune à une fondation qui récompensera chaque année des personnes ayant rendu de grands services à l'humanité. Les prix Nobel sont décernés pour la première fois le 5e anniversaire de sa mort. L'intérêt du public est colossal. Le prix Nobel de la paix est considéré comme la plus importante distinction. En 1905, il est remis à une femme très particulière, Bertha von Suttner. Beaucoup croient qu'avec sa fondation, Nobel voulait réparer le mal que son explosif et ses armes ont répandu dans le monde. Mais il a également créé un outil qui, utilisé pacifiquement, nous est devenu indispensable. Boston. Les préparatifs de la démolition de l'immeuble battent leur plein. Les fourgons d'incendie sont en alerte. Les gratte-ciel voisins sont à moins de 50 mètres. Une grande quantité de charge doit exploser selon un planning rigoureusement établi. Cela a duré jusqu'aux premières heures du matin. Les artificiers ont installé toutes les charges à l'emplacement exact. Après avoir pris les précautions nécessaires, on se lance. 800 bâtons d'explosifs doivent détonner en l'espace de quelques millisecondes pour que l'édifice entier s'effondre comme prévu.
Les préparatifs ont duré 12 mois, l'explosion 11 secondes. Aucun immeuble voisin n'a été endommagé. « 50 000 mètres cubes de débris, voilà ce qui reste d'un gratte-ciel détruit lors d'une opération parfaitement maîtrisée. L'utilisation d'explosifs est devenue sûre, et cela, on le doit à Alfred Nobel. » La semaine prochaine, le destin fabuleux d'une autre invention, le canal de Suez. Et toujours face à lui, un seul homme. Ferdinand de Lesseps, en 1859, propose de relier la Méditerranée et la mer Rouge. Les travaux pharaoniques dureront 10 ans et manqueront de ruiner l'Égypte. Des images impressionnantes illustreront l'histoire. Son explosif laisse derrière lui un parfum de mort et de destruction. À présent, la production de nitroglycérine est parfaitement sûre, mais le transport, lui, reste dangereux. Un choc violent peut toujours déclencher une explosion. Comment les forces se déchaînent-elles lors d'une déflagration? Seul un des appareils photo les plus rapides au monde peut nous le montrer. Préparation de la mise à feu d'un détonateur miniature à l'Institut Ernst Mach de Fribourg. L'explosion ne dure qu'une fraction de milliseconde, mais chaque phase doit être fixée sur la pellicule. Il n'existe qu'une dizaine d'appareils photo de ce type au monde. Ils sont les seuls à pouvoir saisir en 24 clichés une explosion dont la vitesse atteint 6000 mètres à la seconde. Ce qui reste caché à l'œil nu est dévoilé après le développement du négatif. Les photos montrent que la détonation déclenche une immense onde de choc qui se dirige vers l'avant. À l'aide de la technologie informatique de pointe, on peut mesurer la pression au moment de l'explosion. À 100 000 bars, l'explosif détruit tout sur son passage. Pour les chercheurs, il s'agit là de données importantes pour élaborer des mesures de protection, notamment contre les attentats. L'expérience doit simuler une explosion devant un mur et un bâtiment. Les photos de l'explosion doivent aider à construire le mur de manière qu'il puisse dévier l'énorme pression. La presse stigmatise Nobel qu'elle tient pour responsable des nombreux accidents mortels dus à son explosif. Au milieu du 19e siècle, il s'attire les foudres de la critique. Nobel se sent accusé à tort et victime d'une campagne de diffamation. Il n'est que l'inventeur d'un explosif et bien utilisé, celui-ci est parfaitement sûr. Nobel veut le prouver et voyage dans le monde entier. En 2 mois, il tient des conférences publiques et mène des expériences dans 30 villes. Au printemps 1866, Nobel part pour New York. Il veut montrer que son explosif est absolument sans danger s'il est manipulé correctement. Un piège sournois l'attend. Il entend parler d'un projet de loi selon lequel, en cas d'accident dû à une explosion, le fabricant de l'explosif est passible de la peine de mort. Ah, Nobel. Ce n'est autre que Cornel Scheffner qui est derrière ce projet de loi. Il veut enfin faire fléchir Nobel.
Allez-y, je vous prie. Schaeffner a longuement préparé ce plan après sa défaite à Hambourg, faisant jouer toutes ses relations politiques. À présent, il explique qu'avec ses excellents contacts, il pourrait influer sur le projet de loi si Nobel acceptait de partager son monopole sur la nitroglycérine. Le Suédois est au pied du mur. C'est parfait. L'affaire est réglée. Il propose à Schaeffner le droit d'utiliser la nitroglycérine pour toutes les applications militaires. Convaincu d'être parvenu à ses fins, Schaeffner souscrit d'importants emprunts pour la construction de sa propre usine. Cognac? Non. Vous êtes pressé? Il ne se doute pas qu'un incident entraînera bientôt la fin du boom de la nitroglycérine. Dans l'usine de Nobel, près de Hambourg, la production tourne à plein régime. Les ouvriers se sentent en sécurité. Tout semble aller pour le mieux, quand soudain une violente déflagration se produit en mai 1866. Les journaux font état de dizaines de morts. Malgré les importantes mesures de sécurité, Nobel n'est manifestement pas en mesure de contrôler son explosif. Une vague de protestations éclate dans le monde entier. Dans certains pays, l'opinion publique a tellement protesté qu'on a interdit d'utiliser et de transporter de la nitroglycérine. Alfred Nobel devait trouver une solution, sans quoi c'était la fin de son entreprise. C'était une situation à laquelle il avait souvent été confronté. Il devait faire quelque chose. Jour et nuit, Nobel travaille sans relâche dans son laboratoire de Hambourg. Il cherche désespérément un moyen de rendre la nitroglycérine plus sûre. Il tente tout ce qui est possible pour stabiliser son huile explosive en la mélangeant avec d'autres substances. Ces expériences échouent sans cesse. Le plâtre, le charbon et la farine se révèlent inefficaces. À chaque fois, le nouveau mélange perd son effet explosif. Nobel se fait des reproches. Il aurait dû commencer bien plus tôt à chercher une autre solution. Son explosif a déjà coûté bien trop de vies humaines. Cela ne peut plus continuer ainsi. On raconte que c'est le hasard qui aura ensuite mis Nobel sur la voie, lors du transport de bidons de nitroglycérine à Hambourg. Un lit de kieselguhr, un fin sédiment d'algues, est destiné à protéger les bidons contre les chocs violents. Soudain, un bidon de nitroglycérine se met à fuir. Les ouvriers ne s'en aperçoivent pas immédiatement, mais ils découvrent ensuite une petite masse visqueuse et gluante. Elle s'est formée à partir du mélange de sédiments et de nitroglycérine échappé du bidon. En l'apprenant, Nobel effectue aussitôt une série d'expériences. Il affirme avec véhémence que la découverte n'est pas due au hasard. Il ne tarde pas à trouver la formule tant recherchée. 25% de kieselguhr et 75% de nitroglycérine. Le fin sédiment se combine à la nitroglycérine pour former une masse solide qui résiste au choc tout en restant très explosive. Il peut être comprimé sous forme de longues cartouches et emballé dans du papier paraffiné. Nobel donne au nouvel explosif le nom de dynamite, mot grec signifiant force. Il a entrepris une espèce de voyage promotionnel pour faire connaître la dynamite. On peut la mettre au feu et il ne se passera rien. On peut la jeter par terre et il ne se passera rien. Le seul moyen de faire exploser la dynamite, c'est d'utiliser la première invention de Nobel, le détonateur. Le succès est éclatant. On vend de plus en plus de dynamite dans le monde. La première année, on en est encore à 11 tonnes. 10 ans plus tard, on en est à 5000.
il existe enfin un explosif facile à transporter et à manipuler. À présent, on peut dynamiter à tout va, comme on n'avait encore jamais pu le faire jusque-là. C'est le début d'une nouvelle ère explosive. Dans plus de 30 pays, Nobel fait breveter son nouvel explosif sans danger. Il est acclamé comme le roi de la dynamite. En quelques années seulement, il se hisse parmi les hommes les plus riches au monde. Ce qui a commencé dans une cuisine devient le premier empire industriel planétaire. Il contrôle 94 sociétés dans 20 pays, sans email ni fax. Mais il écrit 20 à 40 lettres par jour. Et il se rend sans cesse d'une usine à l'autre. Je vis là où je travaille et je travaille partout, a-t-il coutume de dire. Mais, en vérité, il se sent surmené, épuisé et seul. L'écrivain Victor Hugo l'appelle le vagabond le plus riche du monde. Nobel lui-même considère son attelage comme sa prison personnelle. Au cours d'un de ses voyages, Nobel fait paraître une offre d'emploi à Vienne. Il cherche une secrétaire. Il a rédigé l'annonce en 5 langues et il reçoit une réponse écrite, elle aussi en 5 langues. L'expéditrice est la comtesse Berta Kinsky, future baronne von Suttner. Une jeune femme intelligente qui changera à jamais la vie de Nobel. Dès la première rencontre, il se sent attiré par elle, en qui il voit une âme sœur. Il lui propose un poste fixe à Paris. Nobel veut s'y établir et vivre enfin au calme, avec Berta à ses côtés. Mais la femme à qui il a ouvert son cœur n'est pas libre. Il est allé en Allemagne pour visiter une de ses usines. Elle logeait dans un hôtel et a décidé de retourner à Vienne pour épouser son fiancé. Je pense qu'Alfred a été dévasté lorsqu'il l'a appris. Il en a eu le cœur brisé, ne s'en est jamais vraiment remis. Alfred Nobel reste seul à Paris, plus seul que jamais. Il est rempli d'amertume et se replie sur lui-même, évitant les lieux publics. Et son invention, la dynamite, tombe entre d'autres mains. Le célèbre écrivain suédois August Strindberg a écrit un poème dans lequel il considère la dynamite comme l'arme du peuple. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, ni de canons. On peut tuer le roi simplement en achetant un bâton de dynamite. Une vague d'attentats ébranle l'Europe. En 1881, le tsar Alexandre II meurt des suites d'un attentat à la bombe. À la fin du 19e siècle, on compte en moyenne 3 attentats à la dynamite par jour. L'opinion publique qualifie de dynamitards les auteurs des attentats et montre du doigt celui par qui le mal est arrivé, Alfred Nobel. Depuis son invention jusqu'à nos jours, la dynamite s'est souillée du sang des victimes d'attentats. À l'aide de méthodes toujours nouvelles, les enquêteurs tentent de retrouver les malfaiteurs. S'ils pouvaient déterminer l'origine précise des explosifs, ils atteindraient bien plus facilement leur objectif. Sur ce point, une invention récente d'une société allemande pourrait s'avérer utile. Il s'agit de granulés plastiques fabriqués à grands frais. Chacune de ces particules microscopiques contient un code unique qui peut être identifié tout comme une empreinte digitale.
Ainsi, chaque explosif pourrait être marqué de manière individuelle. Sur un ancien terrain militaire, des experts en explosifs veulent simuler un attentat à la voiture piégée afin de tester l'utilité pratique de ce nouveau codage. Si les particules résistaient à la puissance de l'explosion, on pourrait déterminer l'origine de chaque explosif auquel elles sont mélangées lors de la fabrication. 3, 2, 1. « 500 grammes d'explosifs ont suffi pour détruire complètement la voiture. Les experts commencent par chercher des traces dans l'épave du véhicule et dans les environs immédiats. Les minuscules particules ont été chargées magnétiquement. Si elles ont vraiment résisté à l'explosion, elles devraient rester accrochées aux aimants. À première vue, il n'y a rien mis à part les restes carbonisés. Il est difficile d'imaginer que les particules aient pu rester intactes après l'explosion. Les experts poursuivent néanmoins leur travail, car dans le cas présent, ils sont vraiment à l'affût de la moindre preuve. Mais seules des analyses plus approfondies en laboratoire pourront montrer si les particules se sont conservées dans les débris magnétiques. Les particules recherchées ne mesurent que quelques millimètres. Elles se composent de plusieurs couches de couleurs, pouvant aller jusqu'à 10. Un ordinateur contrôle le codage secret qui a été concocté. Jusqu'à 4,3 milliards de codes de couleurs sont possibles. Si les particules ont résisté à l'explosion, on pourra déterminer à l'avenir l'origine exacte d'un explosif, à condition qu'elle soit utilisée par tous les fabricants industriels. Un des premiers échantillons montre que les particules ont bel et bien résisté à la déflagration. Ce pourrait être une découverte majeure pour les enquêtes policières sur les attentats à l'explosif. Malgré les attaques dont il fait l'objet, Nobel ne se sent pas responsable si d'autres abusent de son explosif. Il vient d'ailleurs de modifier sa dynamite afin qu'elle puisse être utilisée sans fumée. Attention! Mais tu es complètement fou! Tu joues avec nos vies! Même ces incidents ne font pas douter Nobel de son projet. Une insouciance qu'il regrettera amèrement le matin du 3 septembre 1864. Nobel veut se procurer de nouveaux produits chimiques. Pendant ce temps, son frère Émile devra fabriquer seul de la nitroglycérine, bien qu'il ne soit pas encore très familiarisé avec les procédés. C'est le drame. Émile et 5 autres personnes ont trouvé la mort. La nitroglycérine, qui devait assainir les finances de la famille, a coûté la vie à son frère. Il y a plusieurs problèmes avec la nitroglycérine. L'un d'eux apparaît pendant la phase de fabrication. Pour obtenir de la nitroglycérine, il faut mélanger de la glycérine avec différents acides. Cela produit une réaction chimique qui dégage de la chaleur. La nitroglycérine se réchauffe, mais si elle est trop chaude, elle devient instable et elle explose. Malgré le tragique incident, Nobel veut poursuivre ses travaux. Il jure sur la mort de son frère qu'il trouvera un moyen de produire de la nitroglycérine en toute sécurité.
Près d'un lac isolé, Nobel élabore des plans de sécurité détaillés. Il ne doit plus y avoir d'accident. Nobel définit la notion de zone de sécurité, un concept inédit à l'époque. Pour la mise en application, il ne lui reste plus qu'à trouver de riches investisseurs. Encore un peu de café, mademoiselle. Un homme d'affaires américain arrive à Stockholm. C'est un avocat qui répond au nom de Cornel Scheffner. Nobel espère avoir enfin trouvé un financier. Merci. Scheffner veut obtenir les droits de brevet pour le marché américain. Ah! Ma proposition. Mais je crois qu'il y a un malentendu. Si je ne m'abuse, vous avez besoin d'argent. Votre proposition est absolument ridicule. Vous n'aurez pas un sou de plus. Dans ce cas, au revoir. Monsieur Nobel, nous ne manquerons pas de nous revoir. Nobel espère trouver sa chance à Hambourg. La ville serait le point de départ idéal pour commercialiser son explosif dans le monde entier. Il parvient à convaincre quelques commerçants fortunés. La première usine de nitroglycérine voit le jour aux portes de la ville hanséatique. Tel un échiquier, le site est divisé en de nombreuses zones de sécurité. Les affaires prospèrent. Nobel décide alors de verser une rente à vie au véritable inventeur de la nitroglycérine, Ascanio Sobrero. Quant à lui, il gagne bien plus. Ses bénéfices sont exorbitants. Aujourd'hui encore, explosifs et détonateurs doivent être transportés séparément. Dans 24 heures, cet immense gratte-ciel de Boston sera détruit. Les professionnels de la démolition ont commandé 200 kilos d'explosifs, une grande partie d'entre eux étant toujours composée de nitroglycérine. Les équipes de démolisseurs ont fini leur travail et remportent leur lourd matériel. Commence la phase cruciale de l'opération. Le programme établi à partir des plans du bâtiment est mis en application. Jusqu'aux premières heures du jour, plus de 800 bâtons d'explosifs seront reliés entre eux. Les hommes surnomment les charges explosives « kicker charges » parce qu'elles repoussent violemment les poutrelles d'acier. Dans quelques heures, on les allumera avec une précision chirurgicale et en l'espace de quelques millisecondes. L'installation des charges explosives exige beaucoup de concentration. Si une charge ne détonne pas ou qu'elle détonne trop tard, c'est toute l'opération qui est compromise. Dans le pire des cas, l'édifice pourrait même s'effondrer sur le côté et endommager d'autres immeubles. À 3 heures du matin, l'appareil de mesure indique que le dernier détonateur est relié au réseau d'explosifs. La déflagration doit avoir lieu dans 6 heures. En 1866, à Hambourg, un procès spectaculaire a lieu au sujet du brevet. Cornel Scheffner a déposé une plainte. Il prétend avoir trouvé la méthode de fabrication sûre de la nitroglycérine bien avant Nobel. Celui-ci lui aurait volé son idée. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, je le jure devant Dieu. Nobel est fermement décidé à se défendre. Très bien. Mais Scheffner tente par tous les moyens d'accéder à sa fortune. Il a même l'audace de présenter un document censé prouver qu'il est l'inventeur de la nitroglycérine. Reconnaissez-vous ce document, monsieur Nobel?
C'était un arnaqueur, un escroc, qui profitait de la première occasion pour s'enrichir sur le dos des autres. Il prétendait effrontément qu'il était expert dans un domaine s'il pouvait en tirer de l'argent. Je pense qu'il est très représentatif de certains Américains de l'époque qu'on appelle des charlatans. Messieurs, la cour. Le tribunal prononce le verdict suivant. M. Nobel est l'unique inventeur de la nitroglycérine. Ainsi, la plainte de M. Schaeffner ne peut être retenue. La manœuvre de Schaeffner a échoué, mais il n'abandonne pas aussi facilement la partie. Il réfléchit à d'autres tours et détours pour pouvoir empocher les énormes bénéfices de Nobel. Nobel rentre tranquillement chez lui. Il se sent en sécurité et définitivement reconnu comme inventeur. La production continue de s'améliorer. Les affaires sont florissantes. Son succès paraît total. Quand soudain, la nitroglycérine provoque de tragiques accidents partout dans le monde. C'est l'histoire d'un explosif qui a changé le monde. Inventé par un homme qui voulait maîtriser à tout prix l'étonnante force de la nitroglycérine, malgré de perfides adversaires et de terribles revers de fortune. Stigmatisé comme un chercheur meurtrier, il poursuivra seul sa route et sera immortalisé par la plus célèbre fondation au monde. Son nom, Alfred Nobel, l'homme qui a inventé la dynamite. « 200 kilos d'explosifs traversent la ville de Boston en suivant un itinéraire rigoureusement établi. Destination à un gratte-ciel de 20 étages, siège d'une compagnie d'assurance. Le bâtiment est délabré. Une explosion doit provoquer son effondrement. Et ce, au plein cœur de la ville, à côté d'autres immeubles. Une tâche difficile pour les artificiers. Tout dépend de la position exacte des charges explosives et du dosage. Mais il s'agit d'une construction très massive. Le risque est donc élevé. Il faut d'abord affaiblir la structure du bâtiment. On retire des étages 500 tonnes de béton et de crépi. Ensuite seulement, on fera sauter l'immeuble. L'explosif doit rompre la statique de l'édifice qui s'effondrera sous l'action de la pesanteur. Les ouvriers doivent dégager soigneusement les poutrelles sur lesquelles la dynamite sera placée plus tard. Aucune des nombreuses charges explosives ne doit défaillir. Les conséquences seraient fatales. Les artificiers comptent parmi les meilleurs au monde. Ils savent comment l'on maîtrise la substance explosive dont l'histoire remonte à plus de 150 ans. Paris, milieu du 19e siècle. La ville est considérée comme la capitale des sciences, et notamment de la chimie. Une nuit, deux jeunes chimistes s'introduisent en secret dans le laboratoire de leur professeur particulier. L'un s'appelle Alfred Nobel, un jeune Suédois introverti. L'autre est italien, Ascanio Sobrero. Il a inventé par hasard une nouvelle substance qu'il veut montrer à son collègue.
Sobrero appelle sa découverte nitroglycérine. C'est un liquide extrêmement dangereux qui explose facilement et qui d'ailleurs l'a déjà blessé au visage. Sobrero n'est pas encore parvenu à contrôler la nitroglycérine. Quelques gouttes seulement suffisent à déclencher une violente explosion. Nobel est fasciné. Il suit l'expérience avec un vif intérêt. Attention, reculez-vous. Il veut à tout prix étudier cette mystérieuse substance. Attention. C'est alors que Nobel apprend une nouvelle primordiale. Son père possède une usine d'armes à Saint-Pétersbourg. Il sait que le tsar veut mobiliser ses troupes. Un conflit menace d'éclater avec la Turquie. Quelques généraux mettent en garde contre une guerre dans laquelle l'Angleterre et la France pourraient intervenir. Mais le tsar se croit supérieur. Il veut utiliser des armes modernes. La guerre de Crimée, et je ne suis pas le seul à le dire, fut la première guerre technologique, la première guerre moderne. Bon nombre des armes utilisées dans ce conflit provenaient des usines Nobel à Saint-Pétersbourg. Et c'était le père d'Alfred qui était derrière tout cela. Tout comme le tsar, Immanuel Nobel, le père d'Alfred, ignore les mises en garde des généraux. Il croit fermement à une victoire russe grâce aux armes fabriquées dans ces immenses usines. À présent, il a besoin d'aide et fait appel à son fils. Alfred dirige certaines parties de la production et en oublie la nitroglycérine. Armes et munitions sont fabriquées 24 heures sur 24 pour les troupes russes. La guerre fait rage pendant 3 ans. Le tsar aurait dû écouter les avertissements de ses généraux. Les armes modernes russes ne font pas le poids face à la supériorité numérique de l'ennemi. Du jour au lendemain, les Nobel perdent leur contrat. Criblé de dettes, le père d'Alfred fait faillite et quitte Saint-Pétersbourg rempli d'amertume. Alfred, lui, reste dans un modeste appartement. Il espère pouvoir assainir les finances de la famille grâce à de nouvelles inventions. Au départ, il souhaitait devenir écrivain, mais son père l'a forcé à étudier la chimie. À présent qu'il a la charge de sa famille, il veut étudier la nitroglycérine qui l'avait autrefois fasciné. Pourra-t-il en faire un super explosif? Nobel sait que le besoin est grand. C'était une substance très volatile et très instable. On ne savait jamais quand elle allait exploser. Parfois, on pouvait taper dessus avec un marteau sans qu'il ne se passe rien. Et parfois, elle explosait sans cause apparente. Mais à l'évidence, on avait besoin d'explosifs plus puissants. Il fallait autre chose que la poudre noire. Au milieu du 19e siècle, la machine à vapeur provoque un boom sans précédent. Aux 4 coins du monde, on construit de nouveaux canaux et d'immenses lignes de chemin de fer. Mais les travaux pourraient aller encore plus vite si les ingénieurs disposaient d'un puissant explosif qui élimine rapidement tout obstacle. C'est une chance pour Alfred Nobel, car c'est précisément l'objet de ses recherches sur la nitroglycérine. Depuis le Moyen-Âge, on utilise comme explosif la poudre noire, relativement inefficace. Nobel est décidé à changer les choses. Ses recherches doivent apporter la réponse tant espérée. Tout commence bien sagement avec la glycérine, une substance épaisse et sans aucun danger. On la retrouve dans les dentifrices ou les crèmes pour le corps. Goutte à goutte, on la déverse dans un mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique concentré. Le tout doit être ensuite filtré et nettoyé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un liquide lourd, huileux, inodore et explosif se dépose au fond, la nitroglycérine.
Ce fut le premier véritable explosif. Tout ce qu'on utilisait jusque-là ne faisait que se consumer à l'instar de la poudre noire. La nitroglycérine fut donc le premier véritable explosif, nettement plus efficace que la poudre noire. Fabriquer de la nitroglycérine est une chose, la faire exploser de manière sûre et contrôlée en est une autre. Si on enflamme la nitroglycérine, elle se consume sans que son immense force ne se déclenche. Mais la moindre pression peut la faire exploser. C'est une substance, une molécule qui, en un minimum de temps, se divise en molécules encore plus petites. Viennent ensuite la pression de l'explosion et l'onde de choc. Une seule goutte suffit à faire un trou dans le béton. Depuis plusieurs semaines déjà, Alfred Nobel essaie en vain de domestiquer la nitroglycérine. Puis il a une idée originale. Il remplit une petite capsule de poudre noire et attache une mèche. Est-ce enfin la solution tant attendue? Il ne peut plus se permettre d'échouer. La combustion de la mèche laisse le temps de se mettre à l'abri. Et une fois que la flamme aura atteint la poudre noire, cela fera exploser la nitroglycérine par une réaction en chaîne. C'est du moins ce que Nobel espère. Nous sommes en automne 1862. Près d'un cours d'eau isolé à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, Nobel veut tester son détonateur. Il y a investi ses dernières économies. Il doit réussir. Il ne se passe rien. Tout semble perdu. Mais Nobel a tout simplement sous-estimé la durée de combustion de la mèche. L'expérience est un succès. C'est l'invention la plus géniale de l'histoire des explosifs. Parce que pour la première fois, on contrôle l'explosion. On sait exactement quand elle va avoir lieu, ce qui n'était pas le cas auparavant. Depuis, tous les explosifs sont munis d'un détonateur. L'expérience que Nobel a réalisée avec un détonateur artisanal a donné naissance à une industrie de masse. Entièrement automatisée et contrôlée par écran, voici une des usines de détonateurs les plus modernes au monde. Dyno Nobel à Gyttorp, en Suède. Les ouvriers ne peuvent accéder aux salles de production que pour remettre des douilles de métal. La fabrication est protégée par des murs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur. L'usine ne tourne de nouveau à plein régime qu'une fois le bunker hermétiquement fermé. À Gyttorp, 120 000 détonateurs sont fabriqués chaque jour. Dans le monde, seules quelques usines sont spécialisées dans cette production. Le premier détonateur de Nobel contenait simplement de la poudre noire. Aujourd'hui, on remplit chaque douille d'1 gramme d'explosifs modernes. Ce que nous voyons ici est un détonateur moderne. Le principe en est le même que le premier détonateur conçu par Nobel. Bien sûr, il y a quelques changements. Aujourd'hui, nous transmettons un signal par un cordon électrique ou un câble synthétique à l'intérieur du détonateur. Ce signal atteint ensuite le retardateur, qui est une espèce d'horloge intérieure. Enfin, l'onde de choc enflamme la charge de base qui détermine la force du détonateur. Mais l'élément le plus important, le voici. C'est le retardateur.
Plusieurs fois par jour, on teste des échantillons de retardateurs à partir de chaque lot de production. Tout dépend de leur précision, la sécurité et la vie. Eux seuls garantissent le contrôle d'une explosion, aujourd'hui à la milliseconde près. On branche les câbles. Si jamais un détonateur est défaillant, c'est tout le lot qui est mis au rebut. Dans une carrière non loin de Gittorp, on prépare une explosion pour 24 trous de forage. Si tous les bâtons d'explosifs prenaient feu en même temps, leurs effets se neutraliseraient. C'est grâce aux retardateurs qu'on peut établir un plan de l'explosion efficace et échelonné dans le temps. Tout est prêt. Le signal de détonation est transmis à chacune des charges qui explosent en l'espace de quelques millisecondes. Nobel se rend à Stockholm. Il veut y entreprendre la production massive de nitroglycérine avec son frère Émile. Tu dois être très prudent. Verse le liquide régulièrement et surtout verse-le lentement. Sans quoi ces quelques gouttes peuvent nous coûter la vie. Il ne faut surtout pas le secouer ni agiter violemment le flacon. Je l'ai fait breveter sous le nom d'huile explosive et je suis sûr que nous croulerons bientôt sous les commandes. Quelques semaines plus tard, Nobel a enfin l'occasion de présenter la nitroglycérine au grand public. À quelques kilomètres de sa petite usine, les rues de Stockholm sont de plus en plus envahies par la circulation. La cité florissante des bords de la Baltique est en pleine expansion. Un métro doit y être construit. Pour Nobel, les affaires démarrent. Il livre plusieurs lots de nitroglycérine et de détonateurs. Les ingénieurs sont enthousiastes. Chaque jour, Nobel reçoit de nouvelles commandes. Seulement, il n'a pas encore réussi à convaincre l'armée. Après une présentation, les officiers ont refusé son offre qui les effraie. L'énorme force explosive de la nitroglycérine leur semble bien trop dangereuse. Mais Nobel se moque des mises en garde. Il travaille d'arrache-pied et ignore les dangers pour son frère et lui. Les nouveaux ballons. Très bien. Tu veux que je les mette où? Pose-les sur la table.